Bonsoir à tous et bienvenue à cette quatrième et dernière soirée de l'Université de la vie d'Alliance Vita. Ce soir, nous arrivons au terme de notre cycle de formation. Et je vous propose à cette occasion de faire mémoire de quelques-unes des réflexions que nous ont partagées nos intervenants et grands témoins sur le sens de la vie. Quel sens a la vie ? Une question existentielle qui nous interpelle personnellement, mais aussi collectivement. Et s'il est bien un lieu de conjonction où cette interpellation trouve une résonance, c'est dans les questionnements bioéthiques de notre temps. Questionnements qui font l'actualité en ce moment en France avec la révision de lois de bioéthique, mais qui n'ont pas de frontières et se posent également dans de nombreux pays en Europe et dans le monde, comme nous l'avons vu avec Éric Vermeer pour la Belgique, par exemple. Notre temps, celui de la modernité, vient nous poser le défi du sens. Il vient interroger notre rapport à la technique et notre désir de maîtrise et de performance. Au carrefour du temps qui passe et du temps qui vient, il nous revient de choisir quelle société humaine nous voulons bâtir. Cette question du sens de la vie trouve aussi une résonance particulière dans notre vie personnelle, notamment quand nous sommes face à ses limites, à ses fragilités, quand il nous faut endurer la vie dans la souffrance, la maladie, la dépendance, la mort. La vie nous appelle alors à un surcroît de présence les uns aux autres et de présence intérieure aussi, pour reprendre les mots de Jean-Guilhem Xéry. Je rappellerai aussi cette expression forte de Tugdual d'Herville, il nous faut consentir à l'imprévisible. Une invitation à élargir l'espace de notre cœur. Et c'est le défi que nous pose aussi la marche du progrès. Blanche Trèbe nous le disait la semaine dernière, le progrès nous appelle à progresser en responsabilité, mais aussi à cultiver l'émerveillement et la fraternité. Face aux avancées de la science, comme la congélation ovocytaire, la manipulation de l'embryon, les dépistages anténataux, pour ne prendre que ces exemples, il convient de distinguer ce qui relève du progrès et ce qui provoque discrimination et injustice. Et c'est là notre responsabilité, personnelle et collective. Être des sentinelles d'humanité, selon l'expression de Caroline Roux. Car la construction du bien commun est l'œuvre de tous, chacun y apportant une contribution unique, précieuse et irremplaçable. La semaine dernière, nous vous avons posé cette question, y a-t-il un domaine qui vous touche particulièrement, mais dans lequel vous n'osez pas vous impliquer ? Nous allons le voir à l'instant sur un graphique, même si les résultats ne sont pas représentatifs des aspirations de chacun d'entre nous, il est cependant intéressant de voir combien le mot « politique » ressort de façon significative, lui. Il témoigne certes de l'importance que revêt ce sujet pour les personnes qui ont répondu au questionnaire, mais il nous rappelle aussi, à nous tous ici, combien la politique, c'est-à-dire les affaires de la cité, ont des applications très concrètes qui nous concernent bien tous. Et on le voit dans le foisonnement des mots qui entourent ce mot. On voit soins palliatifs, fin de vie, écologie, avortement, pauvreté, éducation, handicap. Tous ces mots, autant de sujets qui participent à dessiner le visage de notre société. Ces résultats nous introduisent au thème de notre dernière soirée, prendre sa place. Et comme le rappelait notre grand témoin de la semaine dernière, la question n'est pas tant « qu'est-ce que j'attends de la vie ?», mais « qu'est-ce que la vie attend de moi ?» Prendre sa place nous oblige à sortir de nous-mêmes, à passer de spectateurs à acteurs, à assumer notre part de responsabilité au carrefour de ce temps qui passe et du temps qui vient, le temps de l'homme. Et pour nous introduire à cette réflexion, nous avons la joie d'accueillir ce soir Tugdual d'Herville. Tugdual d'Herville est délégué général d'Alliance Vita. Il est une personnalité reconnue du monde associatif par son parcours personnel, mais aussi par son parcours professionnel auprès des plus fragiles de notre société. Il a développé toute une réflexion sur notre commune humanité, sur la société aussi. Et il a écrit à ce sujet « Le temps de l'homme »
pour une révolution de l'écologie humaine aux éditions Plomb. C'est dans la continuité de cette réflexion que Tugdual Derville va nous parler ce soir du sens de l'humanité. Je vous demande d'accueillir Tugdual Derville. Bonsoir. Je voudrais repartir de ce que nous a explicité Gilles Hériard-Dubreuil lors de la toute première soirée, et ça mériterait d'être d'ailleurs réécouté. Il y a un monde qui passe et il y a un monde qui vient. Dans le monde qui passe, l'homme n'a plus sa place. Dans le monde qui vient, l'homme reprend les rênes de l'histoire. Première partie, ce monde qui passe. Deuxième partie, ce monde qui vient. Première partie, ce monde qui passe va vers le non-sens, va vers l'impasse. C'est le monde de l'individualisme intégral, c'est-à-dire l'aboutissement de cette modernité qui ronge l'Occident depuis plusieurs siècles et qui a fini par contaminer la planète entière. Je vais vous proposer 5 effets de cet individualisme intégral attestant qu'il ne peut que passer. Premier effet, dissolution. L'individualisme intégral ne permet pas la société vivable et durable. Le sociologue Zygmunt Bauman a décrit la société contemporaine comme une société liquide, où les êtres humains sont comme des atomes prétendument indépendants, en réalité isolés, à la recherche en vain de l'amour et de la vérité, et qui cherchent ces réalités sans les trouver. Toutes les idéologies contemporaines qui nous déshumanisent ne sont que les prolongements logiques de cet individualisme poussé dans son étape ultime, jusqu'à l'absurde. On l'a vu, il n'y a plus de vérité sur des éléments si évidents. On a vu une petite vidéo, vous vous en souvenez. Il n'y a plus qu'une option individualiste qui est à la fois arbitraire et éphémère. Je suis n'a plus grand sens, je t'aime n'a plus grand sens, il n'y a plus de confiance possible. Deuxième effet de l'individualisme intégral, l'aliénation. L'homme issu de la modernité est aliéné, littéralement coupé des liens, c'est-à-dire privé de ce qui lui est indispensable pour se situer et pour prendre sa place, sa juste place. Toutes les cosmologies se fondent toujours, avant la modernité, sur ces liens. Liens horizontaux dans le temps et l'histoire. Je prends ma place dans ce flux du temps et de l'histoire. Liens verticaux entre le ciel et la terre, la transcendance qui est un propre de l'homme. Alors avec mon vocabulaire à moi, avec ma croyance à moi, je vais pouvoir dire, et d'autres auront d'autres mots, gloire à Dieu et pied sur la terre. Et se dessine cet homme relié, tel qu'il est. Le refus de la transcendance et le mépris de la nature, donc dans les deux sens de cette verticalité, ont fait de l'homme moderne un électron libre qui a perdu ses repères en prétendant se couper et se libérer de ses repères, il s'est aliéné. Troisième effet, une force d'inertie. Vous savez, quand un pétrolier est à pleine vitesse et qu'il coupe ses moteurs, il fait encore 25 km. L'inertie de 4 siècles de modernité est en train d'aboutir à ce qui n'était pas encore il y a un siècle. Les instituteurs de la Troisième République, ce qu'on appelle les hussards noirs de la Troisième République, qui bouffaient du curé, enseignaient à leurs élèves la même morale que ces fameux curés. Mais désormais, ce n'est plus le cas. On a rencontré avec Caroline Roux Nicole Belloubet, ministre de la Justice, dans son bureau. Elle nous a raconté qu'elle allait faire des campagnes de promotion du don de sperme. Et j'ai pu lui dire, mais vous allez donc faire la promotion de ce qui est pour moi une injustice fondamentale. Donner des gamètes pour priver l'enfant de son père. Un bien est appelé mal, un mal est appelé bien, et c'est donc l'inertie qui aboutit aujourd'hui à l'absurdité. Inversion des repères anthropologiques. Quatrième effet, confusion. Confusion au pluriel. Il ne faut pas s'étonner, quand on est amputé de la transcendance, on entre dans des confusions sur l'identité même de l'homme. Donc il y a 3 différences qui s'effacent ou qu'on ne sait plus trouver. Différence entre l'homme, l'être humain et l'animal. Différence entre l'être humain et la machine ou le robot. Différence entre le masculin et le féminin. Et le président de la République lui-même, le 26 janvier dernier, il y a 8 jours, interrogé par la présidente des AFC, lui a répondu, je le cite, « Votre problème, c'est de croire que le père est forcément un mâle. » Et voyez, on touche ici le point de dissolution de l'écosystème familial. La toute puissance prométhéenne fait qu'on arrive à dire une telle absurdité au plus haut sommet de l'État.
Et j'ai envie de reciter ce que Blanche Streb nous avait évoqué, issu du journal d'un curé de campagne de Bernano, cette magnifique citation qui nous fait réfléchir. Mais que vous servirait-il de fabriquer la vie même si vous avez perdu le sens de la vie? Cinquième effet de cet individualisme intégral, l'autodestruction. Ces idéologies qui déshumanisent aboutissent, comme des fruits empoisonnés, à détruire l'être humain. L'idéologie ultralibérale va le traiter comme une variable d'ajustement. Un certain technologisme, l'idolâtrie de la technique, entend créer une post-humanité pour nous ramener à l'état de Homo sapiens basique et dépassé. Un certain écologisme voit l'homme comme un parasite de la planète. Et je pourrais citer le pamphlet très grinçant et drôle d'Yves Pacalet qui a comme titre « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Mais plus sérieusement, les penseurs extinctionnistes, ceux du mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité, je cite une de leurs chartes, « Si nous nous éteignons, d'autres espèces auront une chance de se rétablir. Je ne verrai jamais le jour où il n'y aura pas d'humains sur la planète, mais je peux imaginer quel monde magnifique ce serait, à condition de partir assez tôt. » Fin de citation. Voyez, à les entendre, il n'y aurait tout simplement plus de place pour l'humanité ici-bas. Alors pour que l'humanité prenne sa place, il faut entrer dans une forme de récusation déjà de la parole de malédiction extinctionniste et de résistance. Prendre sa place, c'est se faire résistant. Et nous ne le faisons pas de manière désespérée en espérant retourner à je ne sais quel âge d'or. Ce n'est pas le retour en arrière, mais c'est d'entretenir le feu qui doit ensemencer le monde qui vient. Car l'ancien monde s'en va. L'ancien monde s'en est déjà allé. Et être résistant, ce n'est pas seulement être résistant en lois injustes, ce que nous devons faire, ce que nous faisons pour éviter que ces lois ne fassent de nouvelles victimes. Bien sûr, on le fait. C'est résister à l'intérieur de nous-mêmes sur le travail de sable de ces idéologies, sur nos propres façons de penser, de travailler, d'agir. Je veux insister sur cet enjeu personnel qui demeure prégnant pour nous tous. Nous décontaminer de l'individualisme et de ses avatars. Nous décontaminer de l'eugénisme qui nous fait croire qu'il y a des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Nous décontaminer du malthusianisme qui nous fait croire qu'il y a des vies en trop, des vies humaines en trop, de l'antispécisme, je ne détaillerai pas, pardon pour ceux qui n'étaient pas là l'an dernier, qui méprise la supériorité de l'homme sur le reste du vivant, et sa dignité, et sa sacralité. Et également nous décontaminer du technologisme qui nous conduit à mépriser la nature et à ériger la technologie en Dieu, en sauveur. Alors j'en viens, deuxième partie, au monde qui vient et qui est à construire aujourd'hui. C'est lui que nous sommes en train, que nous pouvons bâtir. Il est l'antithèse de l'individualisme intégral. Et la réponse à l'idéologie, vous savez ce que c'est? Comment est-ce qu'on répond à l'idéologie? Vous savez? Par le retour au réel. Le réel, c'est quoi? C'est nos sens, nos 5 sens dont j'ai parlé le premier soir, le corps, le temps, la nature, nos limites, la mort. Voilà le retour au réel. Posons que l'être humain n'est pas un individu, mais une personne, n'est pas hors sol. Alors, 5 constats pour essayer de décrire, retrouver le sens de l'humanité en revenant au réel. Premier constat, l'être humain, l'homme, l'humain est un être social. Nous sommes grégaires, nous sommes faits pour nous relier. Nous avons besoin d'autrui pour aimer, pour être reconnus, pour nous exprimer, pour hériter et pour transmettre. Nous sommes vraiment faits pour les liens entre les uns et les autres. Et j'insisterai sur un lien absolument majeur, le couple. Le couple engagé dans la fidélité. Le couple engagé dans la fidélité sexuelle. S'il y a une façon de passer de la société liquide à la société qui se cristallise et qui devient solide, c'est le couple, qui est à l'origine de la fraternité, comme on le sait bien, et qui peut devenir progressivement universel. Une seule famille humaine. C'est vrai que l'anthropocène, ce temps où désormais l'homme a posé son pied pratiquement sur toute la planète, est un appel à une fraternité universelle, un appel à l'extension du domaine de la fraternité dans l'espace, jusqu'à l'autre bout du monde, et dans le temps, pour les générations futures. Voilà le sens de notre humanisation. Deuxième constat, par conséquent, et c'est lié au premier, l'humain est un acteur de l'histoire. Chaque être humain est une page d'histoire. Moi, je vais parfois dans des brocantes où j'aime regarder avec beaucoup d'émotion les albums photos des disparus qui se trouvent là. Où j'aime me balader dans les cimetières et regarder les dates, les noms. Chaque personne est vraiment une histoire incroyablement sacrée. Et pour l'expliquer, je
je n'ai rien trouvé de mieux que de vous faire une citation un peu longue de la philosophe Simone Weil dans son essai L'enracinement. Je la cite, et je pense que vous allez avoir le texte pour pouvoir suivre parce que c'est un peu compliqué. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Vous voyez, l'homme est relié, il n'est plus aliéné. Et du coup, troisième constat, l'humain est un embellisseur. Nous sommes des homo faber. Nous sommes faits pour fabriquer des machines, des outils, pour transformer le monde. Nous sommes des bâtisseurs. Chacun a envie, a besoin d'apporter sa pierre au monde. Intellectuellement, par ses fabrications, spirituellement, par sa pensée aussi, pour l'améliorer, pour l'enjoliver. Nous sommes des enjoliveurs. Bien sûr, nous commettons des abus sur la planète. Bien sûr, il y a des blessures infligées à notre maison commune, mais aussi des merveilles. Il ne faut pas oublier le patrimoine, la pensée, les constructions, mais aussi l'accumulation de savoir. Quel magnifique héritage de cet homme qui continue de progresser dans le monde et de le faire progresser. Et j'ai envie de vous citer cette magnifique citation de Augustin d'Hippone, 4e siècle après Jésus-Christ, pour nous donner le moral. Ne dites pas « les temps sont mauvais », vous êtes les temps. Soyez bons et les temps seront bons. Quatrième constat, et qui vient du précédent, l'humain est un réparateur. Faire preuve d'humanité, c'est prendre soin de l'humanité, du plus fragile, du plus faible. Et s'il y a un tissu social qui se déchire à un endroit, comme des globules blancs, certains se sentent appelés à venir, à se précipiter sur l'infection, sur la fracture sociale pour réparer. Nous sommes des réparateurs, pour retisser les liens sociaux. Et c'est toutes les innovations sociales qui se multiplient, heureusement. Là, et ça fait partie de notre histoire. Nous sommes portés par l'anthropologie de la vulnérabilité, du don, par la culture du soin. Dès les sages-femmes qui prennent soin du nouveau-né jusqu'à la fin de la vie avec les soins palliatifs, ça fait partie. C'est nous qui sommes appelés à être ces réparateurs, là où il y a des déchirures. Et le cinquième et le dernier constat, l'humain est un souverain responsable. J'ai un peu hésité avant d'utiliser ce mot, mais je l'affirme. Nous savons mortels, c'est la grande différence. Les mortels, ce sont les humains. Nous avons une soif d'absolu qui est liée à cette limite consciente. Nous sommes poussés à nous dépasser. Nous sommes des vivants responsables des autres vivants. Nous nous sentons responsables. S'il y a un roi des animaux, c'est nous. Les rois des animaux. Et je dirais même plus, nous sommes plus que cela, les plus belles fleurs de la biodiversité, pour inclure la flore à ce constat. Et c'est une responsabilité qui croît, bien sûr, à mesure de notre puissance. À partir du moment où on peut détruire la planète, quelle humilité faut-il pour pouvoir avoir une sagesse, une réflexion dans l'exercice de notre puissance. Et c'est ça aussi le chemin d'humanisation, que d'être de plus en plus responsable, pas à cause de notre puissance, et de plus en plus humble dans l'usage de cette puissance. Et du coup, la fraternité universelle ne contredit pas la souveraineté de l'homme, bien au contraire, elle l'appelle. Il y a une question qui se pose à nous pour un nouveau chemin. Comment est-ce qu'on va étendre cette fraternité universelle à l'ensemble du cosmos sans dévaloriser l'homme et perdre cette souveraineté qui nous appelle? Comment allons-nous nous réconcilier avec la nature tout en nous réconciliant avec notre nature humaine? C'est le grand défi qui est à relever. En conclusion, comment faire? L'humanité, la famille humaine est appelée par la vie à progresser en humanité. Voilà le sens. 3 exigences que je poserai. La première, désabsolutiser la technique. La technique est un moyen, pas forcément toujours neutre, mais en tout cas ce n'est jamais une fin en soi, ça ne doit pas être une idole. C'est un moyen qui doit servir l'action de l'homme et non pas la servir. La technique va-t-elle nous servir? Tant mieux. Si elle nous a servi, il faut savoir se passer de cette technique. Deuxième exigence, nous devons assumer la complexité. Complexus. Tisser avec. On pourrait dire tisser ensemble. Voilà, tout est lié et nous devons assumer cela.
Le tissu social est compliqué. J'avais évoqué le fait devant vous que la mort était compliquée, puis on peut se dire entre nous, la vie, c'est assez compliqué aussi. C'est assez compliqué. Et donc tous les grands défis, enjeux sociaux, économiques, etc., sont extrêmement complexes. Il faut l'assumer, et l'assumer d'autant plus, troisième exigence, que nous pouvons miser sur l'interdépendance. Elle est croissante, cette interdépendance. Elle sera croissante du fait de la croissance de notre puissance aussi, et des spécialisations. Il nous s'agit donc pour nous de consentir au changement. Les générations se suivent, ne se ressemblent pas, il y a des changements. D'accepter aussi que l'interdépendance se manifeste avec des permanences, comme notamment la différence homme-femme et leur complémentarité, que certains métissages sont nécessaires. Depuis les 300 000 années de l'existence de l'humanité, il y a eu tant et tant de rencontres qui nous ont construits. Et donc ça aboutit à la biodiversité des cultures tout en étant une seule famille humaine. Donc voilà, allons vers un exode, sortons de ce monde qui passe pour aller vers le monde qui vient. Sortons de l'aliénation pour retisser une humanité qui soit vraiment digne de ce nom. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tuc de Alderville. Merci pour cet éclairage sur le sens de l'humanité. Vous nous avez rappelé aussi, lors de votre intervention, cette invitation à opérer un retour au réel et à nous enraciner dans notre temps, ici et maintenant, pour prendre notre place. Mais où est-elle, notre place? Et c'est là l'objet de notre deuxième intervention de ce soir avec François-Xavier Pérès. François-Xavier Pérès est président d'Alliance Vita. Il travaille aussi par ailleurs dans le domaine des ressources humaines. Et son histoire avec Alliance Vita remonte en 2010, où il a rejoint l'association d'abord en tant que volontaire dans une équipe du Tarn-et-Garonne. Puis il a été nommé délégué départemental avant d'être élu président en février 2014. Ce soir, c'est au regard de son expérience personnelle qu'il va nous partager comment la question de notre place se pose. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais prendre un peu le temps de revenir sur la deuxième question qui vous a été adressée la semaine dernière. En un seul mot, quel est selon vous le principal frein à votre implication dans un domaine qui vous touche particulièrement? Ce qui ressort, voilà, à première vue, vous voyez, le temps, le manque de temps, la peur également, et le besoin de formation, voilà, manque de connaissances, manque de compétences. Autour de ces trois items, on voit d'autres mots qui viennent préciser ces freins. Manque de confiance, le courage, l'énergie, l'audace, la volonté, la disponibilité, mais aussi la timidité, l'âge, la crainte, la complexité. Tous ces mots peuvent trouver une résonance chez chacun d'entre nous. Ils disent des choses de nous, du contexte dans lequel se pose cette question. Où est ma place? Je vous demande d'accueillir François-Xavier Pérès. Bonsoir à tous. Alors, où est ma place? Voilà une passionnante question que nous passons notre vie à nous poser. Et il est important que nous nous la reposions ce soir ensemble, car nous évoquons de grandes questions. La vie, la mort, la direction que prend notre société, la souffrance, le sens de la vie. Et tout ceci ne doit pas rester lettre morte. Nous ne sommes pas là uniquement pour un plaisir intellectuel et émotionnel, mais pour bouger, pour ajuster notre place et notre action dans le monde. Dit autrement, le monde a besoin de nous et nous devons prendre notre part, comme l'a dit Caroline Roux la semaine dernière, nous devons y prendre notre place. Alors si je faisais passer mon micro parmi vous, en vous demandant où est votre place, que me répondriez-vous? Certains diraient, ma place est là où je suis utile. D'autres, là où je me sens bien, ou encore auprès de ce que j'aime. D'autres encore, sur cette chaise, sur ce fauteuil, ici et maintenant, ils ne seraient pas les plus mal avisés, nous y reviendrons. Je voudrais, moi, vous inviter à vous poser franchement cette question ce soir, et je vais essayer de donner quelques pistes pour nous aider à y voir plus clair. Je crois que la première question à se poser, c'est quelle est la place, ou quelles sont les places que j'occupe actuellement? Dit autrement, où est-ce que j'en suis? Cela rejoint le thème de notre première soirée, vous vous souvenez, qui était se situer. Alors pour y réfléchir, je vous propose un petit exercice que j'emprunte aux blogueurs Max Mario et Clotilde Dussoulier, les 5 carrefours. Vous le savez, ce que nous sommes aujourd'hui
et la place que nous occupons sont le résultat d'événements qui nous sont arrivés, de rencontres que nous avons faites, de paroles qui nous ont été dites, de décisions que nous avons prises, bref, d'influences extérieures et de choix intérieurs. Afin de mieux regarder là où j'en suis et quelle est ma trajectoire, je peux essayer de mener l'enquête en repérant les 5 principaux carrefours de mon histoire personnelle, les moments où ma vie a changé de direction. Ces croisements ont pu être subis ou choisis. Dans mon cas, par exemple, il y a un concours que j'ai raté lorsque j'étais étudiant et qui m'a obligé à changer de voie. Une rencontre décisive aussi ou un engagement fort que j'ai pris. Alors je vous invite à prendre 2 minutes maintenant pour écrire sur vos carnets du participant les 5 principaux carrefours de votre vie et je reprendrai la parole ensuite. Voilà, alors évidemment, ce genre de questions ne se résout pas en 2 minutes, j'en suis tout à fait conscient, mais c'est déjà un bon début. Et puis je suis heureux que nous ayons eu cette occasion concrète d'un peu de silence intérieur qui est si nécessaire justement pour progresser, comme on l'a dit la dernière fois. Donc un des premiers enseignements de cet exercice, vous n'avez peut-être pas eu le temps d'écrire les 5, mais déjà 2 ou 3. Un des premiers enseignements, c'est que la plupart du temps, les carrefours que nous avons choisis disent énormément de nous. Selon qu'on a choisi des événements familiaux, professionnels, de santé ou encore relationnels, on repère ce qui compte pour nous en ce moment, notamment par rapport à la place que nous pensons occuper. On voit aussi l'état d'esprit dans lequel on est actuellement face à son destin. Suis-je dans un état d'esprit actif où j'entrevois plein de possibilités, ou plutôt dans le regret ou l'inquiétude en essayant de composer avec ce qui m'est arrivé? On devine aussi les fois où nous avons décidé de notre place et les fois où il nous a bien fallu faire avec la place qui nous a été donnée. Ou encore, pour rappeler les thèmes de nos soirées 2 et 3, les croisements qu'il a fallu endurer et ceux où nous avons progressé. L'autre dimension très intéressante de cet exercice est de partager ces carrefours avec des proches. Et je vous engage, sur le trajet du retour ou demain matin, comme vous le souhaitez, à discuter, voire à essayer de deviner les carrefours de la personne avec laquelle vous discutez. Il est très possible que vous appreniez des choses inattendues. C'est ce qui m'est arrivé avec ma femme Tiffaine. Tandis que je devinais assez facilement 4 des 5 principaux événements qu'elle avait choisis, il y en a un qui m'a complètement échappé. Tiffaine m'a fait comprendre que ce 5e événement avait pourtant été pour elle une souffrance et un gros virage intérieur. Et pour ma part, découvrir cette nouvelle m'a fait comprendre comment mieux tenir ma place de mari. Et c'est une des leçons que je voudrais partager avec vous ce soir. Si je suis attentif à la fragilité de l'autre, à ses besoins, alors je comprends mieux où est ma place. Ça signifie donc que savoir où est sa place demande de l'attention à ce qui se passe en soi et autour de soi. Il s'agit de regarder pour être attentif aux appels de notre vie. Là aussi, lorsque vous relisez vos 5 carrefours, vous décelez probablement des appels dans votre existence. Et dans l'autre sens, lorsque je reconnais mes propres limites et que je l'exprime, j'aide les autres à prendre leur place. Il y a très peu de temps, je devais organiser dans ma ville, à Nantes, un événement que je n'ai pas réussi à organiser parce que je n'ai pas réussi à dégager le temps qu'il fallait pour y parvenir. J'ai été contraint d'appeler à l'aide. Et la solution a été trouvée. Après coup, quelqu'un m'a fait remarquer que mon appel à l'aide avait permis aux autres de prendre leur place et qu'ils m'en étaient reconnaissants. Cela m'a permis de comprendre que lorsqu'on se croit tout-puissant et invulnérable, il est probable qu'on prenne trop de place et qu'on étouffe les autres. En filigrane, derrière ces éléments, on peut dire aussi que pour se connaître et pour trouver sa place, on a besoin des autres. On a besoin de relations. La seule introspection devient vite stérile. Nécessairement, il nous faut des autres personnes, une autre personne qui va nous dire « je te verrai bien faire ceci » ou alors « j'ai besoin de toi pour faire cela ». Alors un autre point qu'on vient d'évoquer avec Marilyn, ce sont les obstacles. Lorsqu'on se sent appelé à prendre une place ou à la tenir, un certain nombre d'obstacles peuvent apparaître devant nos yeux. Arrêtons-nous un instant sur cette question. Premier obstacle. Je ne suis pas assez compétent, je n'y connais pas grand-chose, je ne suis pas assez formé. Alors ça, c'est un obstacle que nous connaissons par cœur à Alliance Vita, car les sujets que nous abordons apparaissent complexes et sensibles. Complexes, de fait, ils le sont, comme nous l'a dit Tuc Duhal, mais du coup, ça peut inquiéter au démarrage.
Pourtant, Xavier Mirabel, notre ancien président, a pour habitude de dire « N'attendez pas d'être assez formé pour y aller, sinon vous ne vous engagerez qu'à 95 ans ». Par ailleurs, c'est en entrant dans l'action qu'on se forme. C'est vrai pour les sujets bioéthiques comme pour tous les domaines. Deuxième obstacle, plus redoutable, c'est celui qu'on appelle le tribunal intérieur. Cette voix sournoise qui nous dit « Tu n'es pas digne de cette place, tu ne mérites pas cette place » ou encore « Prépare-toi à un nouvel échec ». Alors, qu'il y ait un aiguillon qui nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits alors que nous occupons d'éminentes responsabilités, comme père de famille par exemple, c'est plutôt vertueux. Quand j'appelle quelqu'un d'Alliance Vita à prendre une responsabilité dans l'association, 2 fois sur 3, il me dit qu'il ne s'en sent pas digne. Parfait, c'est plutôt sain, je lui demande de faire confiance à mon discernement. En revanche, si un événement ou une parole dévalorisante, voire stérilisante, nous a coupé les jambes et nous accuse à chaque instant, il est urgent de le détecter, de prendre le problème à bras-le-corps avant de passer à côté d'une aventure de sa vie. Je connais ainsi une femme de mon entourage à qui le père a toujours affirmé qu'elle chantait faux. Elle se refuse ainsi régulièrement à chanter alors qu'elle chante tout à fait juste et prive les autres et elle-même de sa jolie voix. Le troisième obstacle que nous connaissons tous est la peur, qui se transforme parfois en lâcheté. Il est certain que prendre sa place est risqué, qu'il y a des coups à prendre. Et nous avons tous une tendance à remettre à plus tard ou à invoquer l'indignité dont je parlais à l'instant, mais cette fois-ci de manière fallacieuse. De fait, prendre sa place demande de dépasser ses peurs, donc de faire preuve de courage. Un dernier obstacle qui nous tente tous, en particulier sur les sujets qui nous concernent ici, c'est le fameux « à quoi bon ». À quoi bon agir et prendre sa place puisque nous sommes engagés sur une pente irrémédiablement glissante? Nous ne faisons que combattre en reculant et ce que nous pourrions faire n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Attendons plutôt que tout s'écroule pour pouvoir reconstruire sur des bases neuves. Vous avez sûrement pensé ce genre de choses, ou du moins l'avez-vous entendu autour de vous. Moi, c'est le cas. Alors pour y répondre, je veux citer d'abord l'avertissement d'Albert Einstein qui disait en 1934 « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » C'est la première chose. Il est certain que si on ne fait rien, les choses n'iront pas mieux. Ensuite, le sens de l'histoire n'est jamais certain. Sur les questions bioéthiques, on a pu le voir par exemple au début des années 2000. L'euthanasie avait été légalisée aux Pays-Bas en 2001, puis en Belgique en 2002, et en France, l'affaire Vincent Imbert nous laissait penser que nous étions nécessairement les suivants sur la liste. En 2005, la loi Leonetti a finalement affirmé le refus de l'euthanasie comme celui de l'acharnement thérapeutique. Et nous sommes en 2020, et malgré les coups de boutoir incessants que nous subissons sur le sujet, la France a résisté à cette bascule fondamentale. Nous ne l'aurions pas forcément parié il y a 15-20 ans. On pourrait dire la même chose du mouvement social de 2012-2013, dont personne n'avait prédit l'ampleur. Surtout, au-delà de résister, il faut repérer les nombreuses raisons d'espérer. C'est ce que nous nous efforçons de faire lors de ces universités de la vie. Pas simplement dénoncer, mais aussi donner une caisse de résonance aux belles choses qui se font. C'est comme ça que l'on se prend à vibrer, qu'on a envie d'y croire. Lorsqu'on entend par exemple Yves Maudre ou Éric Vermeer nous parler de leur expérience lors des soirées précédentes, on comprend que les raisons d'espérer sont plus souvent dans les personnes que dans les systèmes. C'est un des grands enseignements que je tire de mon expérience d'Alliance Vita. Les actualités du 20h ne donnent pas beaucoup d'espoir. En revanche, les rencontres personnelles et les témoignages laissent entrevoir plein de chemins. Je me souviens ainsi avoir entendu une écoutante de SOS Bébé, notre service d'écoute sur les questions de début de vie, qui racontait « Lorsque j'ai commencé à faire de l'écoute, c'était pour sauver des vies. J'ai vite compris que je n'en sauvais aucune et que c'était toujours les mères qui accueillaient la vie. Les forces de vie sont en elles, disait-elle, et l'enjeu est de les faire advenir. » Oui, il y a de vraies raisons d'espérer, dans la mesure où on accepte de se confronter au réel et de rencontrer les personnes. Ça implique que chacun prenne sa place auprès de chacun, là où il se trouve, selon le mode qui lui convient. C'est ainsi qu'on bâtit le monde qui vient ou qu'on fait émerger un monde aimable, comme l'a si bien dit Gilles Hérriard-Dubreuil lors de la première soirée. Pour conclure, j'aimerais souligner 2 idées. La première idée est que nous n'avons pas qu'une seule place à tenir
et qu'il y a sans doute un enjeu d'équilibre. Nous avons tous plein de rôles, au sein de nos familles, dans notre milieu professionnel, à travers nos engagements ou nos loisirs. Et parfois, prendre sa place signifie en faire moins. Comme dans l'exemple donné par Laure Lallemand au sujet de ce couple qui allégeait son emploi du temps pour mieux s'occuper de sa fille. Prendre sa place peut être aussi simplement être à ce qu'on fait, ici et maintenant, disponible et attentif à chaque rencontre. La seconde idée est que prendre sa place ne veut pas nécessairement dire être utile. Un des exemples racontés par Éric Vermeer lors de la deuxième soirée exprimait cela. À la maman en fin de vie qui demandait « À quoi je sers ?», sa fille répondait « Mais maman, tu sers à nous aimer. » Vous vous en rappelez ? Prendre sa place n'est pas simplement choisir le rouage qu'on souhaite être dans la grande machine de l'histoire ou du monde. C'est bien plus riche que ça. C'est accomplir sa vie dans toutes ses dimensions et en même temps tenir son poste au sein de l'équipe, un peu comme une équipe de sport collectif, avec ses propres talents, sa créativité, sa poésie, sa folie, etc. Mais tenir son poste, en considérant comme une aventure, un devoir et un honneur d'être associé à la marche du monde. Merci. Merci beaucoup, François-Xavier. Comme chaque semaine, nous avons demandé à l'un de nos intervenants de nous proposer des clés pour éclairer le thème de notre université de la vie. Et ce soir, c'est Blanche Streb qui va se livrer à cet exercice et conclure aussi ainsi ce cycle d'intervention. Pour rappel, Blanche Streb est docteur en pharmacie. Nous avons eu la joie de l'entendre à plusieurs reprises. Directrice de la recherche et de la formation, je rappelle qu'elle a publié 2 livres, Bébé sur mesure, Le monde des meilleurs, aux éditions Artege, et Éclat de vie, un livre témoignage, aux éditions de l'Emmanuel. Quelle clé pour prendre sa place? Je vous demande d'accueillir Blanche Streb. Prendre sa place. Je crois que prendre sa place, on le fait tous les jours, quand on monte dans le bus, quand on monte dans le métro. Voilà, il y a des places qu'on garde, il y a des places qu'on va laisser à d'autres qui en ont plus besoin que nous. On prend sa place quand on vient à table, quand on va en réunion, quand on va dans une association, quand on est aussi au chevet de son proche. Voilà, et je crois que toutes ces places que nous prenons au quotidien, elles disent beaucoup de qui on est. Notre mission, elle se réalise par toutes ces places qu'on prend, ces places qu'on laisse. Et cette mission, elle se révèle petit à petit, elle se creuse doucement au travers de notre vie. Je crois que la réponse à cette question « Quel sens à la vie ?» réside principalement dans cette question de notre mission que nous cherchons, cette mission qui est propre, personnelle et unique. Alors, est-ce qu'on peut identifier des clés pour une mission si elle est personnelle et unique, et si en plus elle se révèle surtout quand on prend de la distance, comme une mosaïque? Oui, je crois qu'il y a quelques clés que je vais essayer humblement de vous proposer. Elles sont assez liées les unes aux autres, elles sont un peu sur un même porte-clés, et au fond, je crois que finalement elles nous disent que c'est peut-être à notre place de nous trouver. La première clé que je voudrais vous proposer, c'est celle de protéger sa vie intérieure. Aujourd'hui, on entend beaucoup qu'il faut se vider la tête. Et alors, pour se vider la tête, on nous propose surtout de nous la remplir, avec des jeux, avec des séries, avec du bruit, en fait. Et déjà en 1947, Bernanos, dans La France contre les robots, il disait qu'on ne comprend rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une immense conspiration contre toute forme de vie intérieure. Se vider la tête, je crois pas que ce soit vraiment un besoin humain. Je crois que ce dont on a besoin, c'est de moments vides pour penser, pour se reposer, pour discerner, pour se remettre en question aussi, mais aussi pour imaginer, pour créer et aussi pour rêver. Et ces moments, alors qu'on croit vides, ils ne le seront pas du tout, parce que c'est là qu'on laissera vraiment vivre notre vie intérieure. Et c'est comme ça que ce vide, finalement, laissera la place en nous pour que
notre mission finalement se révèle ou se réveille même tout simplement. Je crois que l'enjeu, il n'est pas de fabriquer de toutes pièces notre mission, mais vraiment de laisser la place en nous pour que cette mission se révèle. Et ces pauses qui nous placeront aussi devant plus grand que nous, elles nous aideront à nous reconnaître. Et c'est ma deuxième clé, se reconnaître. J'ai volontairement choisi se reconnaître et pas se connaître, parce que se connaître soi-même, ça semble quelque chose de quand même assez difficile. On n'est pas fourni avec un mode d'emploi. Ça semble presque une injonction un peu inatteignable que de se connaître soi-même. Parce que si on s'analyse soi-même, on est en même temps l'observateur et l'observé. Donc on va s'observer avec l'état d'âme du moment. Et on va s'observer aussi dans l'instant, alors qu'on a une construction complexe de tout ce qu'a déjà été notre vie. Alors, essayer de se connaître, c'est bien, je ne dis pas le contraire, mais je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. On l'a un peu déjà évoqué d'une certaine manière. Et se reconnaître, ça demande aussi de se regarder de l'extérieur, se voir vraiment faisant partie d'un tout qui est plus grand que nous, parce que nous sommes là, vivants, mais dans un moment de l'histoire, dans un contexte, dans une famille, à un moment de l'histoire de l'humanité. Et je crois qu'on se reconnaît beaucoup par le regard des autres, dans le regard d'autrui qui nous révèle à nous-mêmes et qui nous révèle aussi à notre mission. Alors pour se connaître, on pourrait se dire qu'il suffirait de connaître par exemple nos talents et nos limites. Ce serait déjà pas mal, mais là encore, je pense que ce serait insuffisant, voire même peut-être risqué. Risqué parce qu'on risque peut-être de se mettre soi-même dans des cases et d'oublier qu'il y a vraiment en nous une part d'imprévisible, d'insaisissable, voire peut-être même d'indomptable en chacun de nous. Et c'est aussi risqué d'oublier qu'on est capable de se dépasser et de se surprendre soi-même. Parfois, on traverse des épreuves qu'on n'aurait jamais imaginé être capable de traverser. Parfois, au contraire, il y a des fragilités qui nous arrivent et elles nous surprennent, on ne s'y attendait pas. Et parfois, ça va être au travers de ces fragilités que finalement vont se révéler des forces de vie et pourquoi pas notre mission aussi. Alors peut-être ce que nous avons surtout à mieux reconnaître, c'est peut-être ce qui dans notre vie nous tire vers le bas, nous abîme. Et ce qui au contraire nous élève, nous fait progresser, nous ressource aussi, et ce qui finalement nous fait sentir vivants et à notre juste place. La troisième clé que je vous propose, c'est de protéger notre liberté intérieure. On est tous soumis, parfois écrasés par des événements, par les injonctions aussi de la culture, de la société, de la mode, de la bien-pensance, de notre éducation aussi. Mais nous ne sommes pas les pantins du destin. Nous sommes vraiment appelés à la liberté. Dans notre vie, nous endurons des épreuves, la vie parfois nous malmène, mais il y a en nous, en chacun de nous, un espace de liberté qui nous permet de choisir d'une certaine manière, pas forcément tout de suite et pas forcément tout le temps, mais de choisir comment répondre à ces difficultés. Vous voyez, c'est cet exemple que nous avait par exemple donné Éric Vermeer, que François-Xavier a recité. C'est cette maman qui comprend qu'elle peut encore aimer et que c'est peut-être même ce qu'elle fait de mieux. C'est son espace de liberté intérieure qui lui a permis de poser finalement ce choix. Viktor Frankl, il nous dit qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse, et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Quatrième clé que je vous propose, ressentir que la vie nous appelle. La vie, par ses joies et ses difficultés, elle nous pose sans cesse des questions. Comment alors on va y répondre en tant que personne libre et responsable ? Parfois, ce sont des blessures du monde qui viennent nous éprouver. On l'a vu dans le nuage de mots avec tous ces domaines que nous avons évoqués sur ce qui nous met en route finalement, certains besoins, certaines injustices,
certaines souffrances qui viennent nous bousculer. Depuis que l'humanité existe, combien de personnes ont finalement rencontré leur mission en croisant une injustice, une pauvreté, un besoin de l'époque dans laquelle ils vivaient? C'est aussi ce que nous ont expliqué nos grands témoins ce soir. À Vita, beaucoup d'entre nous sommes engagés parce que nous avons une histoire singulière avec la vie qui nous a ouvert les yeux, qui nous a mis en route. Et je vous partagerai une petite anecdote d'il y a quelques années, il y a 3 ans. C'était à la fin de la première université de la vie fondée la biopolitique. J'étais près de la sortie et je saluais les participants qui partaient. Et j'ai vu une femme qui pleurait. Alors du coup, j'ai été un peu saisie et je suis allée lui parler. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Et alors, elle m'a expliqué qu'1 an auparavant, elle avait déjà suivi une université de la vie. C'était sa deuxième session. Elle était d'ailleurs venue à la première presque par hasard, tirée par un ami. Et au cours de cette première session, elle avait senti l'appel à se former, à faire de l'accompagnement en soins palliatifs. Et donc, nous étions 1 an plus tard. Et à cette soirée-là, j'avais interrogé un grand témoin qui témoignait en fait de son accompagnement, de ce que lui faisait auprès des personnes en fin de vie. Et en entendant ce grand témoin, cette femme, elle avait relu sa dernière année, elle avait vu le chemin qu'elle avait accompli et tout ce que ça lui avait apporté finalement. Et en fait, son émotion était là, c'est qu'elle saisissait qu'elle avait vraiment apporté beaucoup plus de sens à sa vie. À un moment, s'il y a un appel, si une rencontre ou une parole vient faire écho en nous, je crois que c'est parce qu'elle est sur la bonne fréquence, celle de notre moi profond. Elle entre un peu en résonance avec ce qui je suis, même si on peut être vraiment le premier surpris par ça, parce qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Puis après, on se retourne un peu sur son passé et on peut voir des petits cailloux blancs qui viennent confirmer finalement cet appel. Je crois que la vie nous appelle, alors vraiment, sachons prêter l'oreille à ces appels qui font de nos errances un chemin. 5e clé, se donner pour s'accomplir. Je crois que la mission qui s'accomplit souvent en nous, elle a un lien avec le don de soi. Et on n'aura pas la réponse à cette question qu'on s'est tous posée sur nos carrefours, et plutôt non, sur la question qu'on s'est posée, quand est-ce que je me suis sentie à ma place ? Mais je suis sûre que pour beaucoup d'entre nous, c'était un moment où on a donné quelque chose, du temps, de l'amour, où on a créé quelque chose. Et ce n'est pas étonnant finalement que ce qui donne sens à notre vie ait un lien avec le prendre soin, avec la transmission, avec la création aussi, parce que nous sommes profondément faits pour nous donner. Ce que nous apportons à la vie, c'est vraiment ce qui donne du sens à notre vie. 6e et dernière clé, fleurir où l'on est semé. Prendre notre place, c'est peut-être aussi simple que cela, fleurir où l'on est semé. Sans chercher à être quelqu'un d'autre, mais agir avec ce que l'on est, là où on est planté, avec nos multiples enracinements et avec l'aide de tout notre environnement, au travers en particulier de nos devoirs d'État. Mais au contraire des fleurs, pour nous, porter du fruit exige une décision intérieure et aussi des efforts. Enfin, je voudrais dire que la mission, elle n'est pas forcément une révolution. Elle peut être invisible. Dans l'humble discrétion de la fidélité et du service quotidien, elle peut aussi être une disposition du cœur qu'on rechoisit chaque matin. Quel sens à la vie ? Voilà une question, je crois qu'on n'a pas fini de creuser. En tout cas, dans nos alertes bioéthiques, je vois une forme de témoignage à cette bonne nouvelle de la vie dont je crois le sens probablement nous dépassera toujours. On sait par exemple comment une plante fleurit, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On sait comment un embryon se réveille après avoir été congelé, comment il reprend vie finalement, comment les cellules se multiplient, comment l'ADN se duplique. On sait comment, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On ne sait pas vraiment pourquoi la vie. Ça gardera toujours, je crois, un mystère, mais c'est peut-être pas grave finalement. Je voudrais finir sur une bonne nouvelle, avec une belle citation de François Cheng, qui nous dit que la beauté, c'est un signe par lequel la création nous signifie que la vie a du sens. Cette bonne nouvelle, au travers de cette belle citation, c'est qu'on est tous capables d'émerveillement. Et vraiment, je nous invite à le cultiver parce que, si parfois ce sens de la vie il est difficile à comprendre,
En tout cas, nous pouvons toujours le contempler et l'accueillir. Alors, voilà, je vous envoie sur cette question. Et si c'était la vie, le sens? Je vous remercie.